Marco Niadi, you want to say something? Just to check if the translation is working. Yeah? It works, okay. Sorry. Welcome. So Marco Niadi from the University of Louvain in Belgium. He's a philosopher, and the lecture will be Artificial Moral Agents, Really. Marc? Bonjour, désolé de parler français la prochaine fois. Si la prochaine fois, j'essayerai en anglais. Que les outils et les machines aient, d'une manière générale, un impact éthique, cela a de tout temps été vrai. D'une part, parce que, trivialement, les outils étant des prolongements de nos capacités humaines, ils peuvent être utilisés tant à des fins louables qu'à des fins condamnables, mais d'autre part, plus profondément, parce que dès qu'ils ont été inventés et qu'ils se sont imposés, ils ont modifié les comportements humains en créant à chaque fois de nouvelles attentes de comportement correspondantes. Ainsi, par exemple, l'usage de la montre a engendré une attente de précision dans les rendez-vous et une discipline accrue au travail, les téléphones portables, une exigence de disponibilité accrue et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce n'est plus de l'impact moral des machines que l'on parle, mais d'agents moraux artificiels, c'est-à-dire de machines capables de prendre des décisions dans des situations d'incertitude. Et ce que j'aimerais examiner aujourd'hui, c'est précisément la question de savoir en quel sens on peut, pour ces machines, parler d'agents moraux artificiels, mais aussi en quel sens on peut parler d'agents moraux artificiels. Qu'on me permette à cet égard de reprendre une classification récente, mais fort utile, du philosophe de l'intelligence artificielle James Moore, qui, dans un article, distingue 4 types de robots éthiques différents. Premièrement, les Ethical Impact Agents, les agents ayant un impact éthique. Il s'agit simplement, dans le sens qui vient d'être dit, de l'impact éthique que des robots, mais d'une manière générale, n'importe quel outil ou machine, peuvent avoir sur les humains. Deuxièmement, les Implicit Ethical Agents, les agents moraux implicites, qui sont des machines accomplissant une certaine fonction technique, mais encadrées de manière à éviter des effets éthiquement indésirables. On leur implante un module éthique, entre guillemets, pour éviter des conséquences néfastes. Moore mentionne à titre d'exemple toutes les considérations liées à la sécurité des usagers, mais on pourrait aussi mentionner celles liées aux discriminations, à l'embauche, à l'allocation, au crédit ou à la protection de la vie privée, ou les robots militaires distinguant les civils des non-civils. On parle ici d'agents implicites, parce que la tâche à accomplir n'est pas elle-même morale. Il s'agit de tâches techniques au sens large, et que le module éthique qui limite leur marge de manœuvre est invisible. Troisièmement, les Explicit Ethical Agents, agents moraux explicites, dont la tâche même est de prendre des décisions de nature éthique. Ce sont donc des machines programmées pour résoudre des problèmes dits éthiques, au nom donc de principes qui relèvent explicitement de l'éthique. Le domaine d'application le plus souvent cité à ce propos est l'éthique médicale. La question générale à laquelle ces agents moraux explicites doivent répondre est, dans un dilemme éthique, quelle est, en fonction des informations dont nous disposons, la meilleure action à accomplir d'un point de vue éthique. Le sous-titre d'un livre important consacré à l'éthique des machines donne à cette question un pathos supplémentaire. Le sous-titre dit « Teaching robots right from wrong ». Quatrièmement, enfin, les Full Ethical Agents, qui seraient des machines éthiques au sens humain, qui seraient dotées par conséquent de capacités de jugement et d'initiative sur les actions humaines
en général. Sur le plan éthique, elles ne seraient donc plus distinguables de nous-mêmes. Il y a, me semble-t-il, un consensus dans la littérature d'aujourd'hui pour concentrer la problématique des agents moraux dits artificiels sur le troisième type de machines, les agents moraux explicites. Le quatrième type, les Full Ethical Agents, est encore éminemment spéculatif et les deux premiers ne semblent pas concerner les robots plus spécifiquement que l'ensemble des artefacts humains. Le troisième type pose en revanche des questions réellement intéressantes, puisqu'il est question de pouvoir, pour des machines, prendre des décisions éthiques dans des situations problématiques. La question qui va donc me guider dans cet exposé est de savoir en quel sens il est possible de parler, pour des agents artificiels, d'agents moraux, comme veut nous le faire croire l'acronyme AMA, qui en quelque sorte en officialise la possibilité et nous la rend quasi familière. AMA, agents moraux artificiels. Je défendrai la thèse selon laquelle, même dans le sens restreint de ce troisième type de machine, l'expression d'agents moraux artificiels est philosophiquement illégitime. Je développerai mon argument en 3 paliers successifs. Le premier palier concerne le choix même d'une éthique à programmer. Le deuxième, les difficultés inhérentes à la mise en algorithme de l'éthique. Et le troisième, la difficulté suprême liée à la nature même du raisonnement moral. Mais voyons d'abord donc simplement comment est comprise l'expression agents moraux artificiels dans le cadre donc des agents moraux explicites. Il s'agirait pour ces robots, comme le disent Anderson et Anderson, deux roboticiens, il s'agirait donc d'accomplir l'action moralement correcte dans un dilemme éthique. Et ils ajoutent: tout ce qui est requis, c'est que la machine agisse de telle manière qu'elle se conforme à ce qui serait considéré être l'action moralement correcte dans cette situation et qu'elle soit capable de justifier son action en citant un principe éthique acceptable qu'elle est en train de suivre. Il faut d'abord remarquer que cette manière de présenter les choses fait de l'objectif de la machine ethics un objectif relativement modeste, celui de réussir à identifier une action qui, dans une situation morale d'indétermination, serait considérée par les humains comme une action conforme aux standards éthiques en vigueur. Ce qu'il y a de modeste là-dedans, c'est entre autres choses qu'il ne s'agit pas de concevoir la machine comme moralement responsable, donc capable de libre initiative, mais simplement comme capable de calculer, sur la base de principes préalablement implémentés, la solution qui paraît la plus éthique au regard de ce principe, et ce, dans des situations circonscrites à l'avance, par exemple dans le domaine médical. Je peux reformuler cela autrement. Dans la machine ethics ainsi conçue, ce qu'on cherche, c'est un résultat, un outcome, qui en l'occurrence est une action, laquelle résulterait d'un algorithme ayant réussi à codifier un principe de moralité. Il s'agit de produire un certain résultat en fonction d'un certain algorithme. Voilà ce qu'est, si je vois bien, l'agent moral explicite qui est au cœur des recherches en éthique robotique d'aujourd'hui. Restons-en tout d'abord à ce premier niveau de la machine ethics. Du point de vue du roboticien, 2 types de problèmes, reliés mais très différents, se posent ici. Le premier problème est de savoir quelles règles encoder sous forme d'algorithme, ce qui se traduit par la question philosophique: quelle éthique choisir? C'est la question what ou which du choix pertinent des principes. La deuxième question est la question de savoir comment programmer les procédures de décision. C'est donc la question technique du how, de l'implémentation dans le système. Sur ce point, plusieurs modèles sont en compétition: machine learning, deep learning, neural network approach, etc.
de ces deux problèmes distincts, je ne traiterai que le premier, parce qu'on ne peut pas vouloir résoudre le deuxième sans avoir déjà résolu le premier. Donc, au moment même où on envisage de concevoir des agents moraux artificiels, se pose inévitablement la question « quelle éthique choisir ?» C'est un problème considérable. Déjà dans notre vie sociale de tous les jours, les éthiques sont multiples. C'est ainsi qu'une même société peut être utilitariste pour sa politique d'immigration, déontologiste pour le droit de vote, méritocratique dans la distribution des honneurs, etc., etc. Mais même à l'intérieur d'un domaine, circonscrit comme celui de l'éthique médicale, que les roboticiens considèrent pourtant comme le domaine d'application privilégié de la machine ethics, les paradigmes éthiques sont en concurrence. Par exemple, on a l'éthique du care contre l'éthique des principes. Et même à l'intérieur des paradigmes, les normes sont en conflit. Chaque médecin sait cela. Par exemple, les 4 normes fondamentales de l'éthique biomédicale, c'est-à-dire la bienfaisance, la non-malfaisance, l'autonomie et la justice. Ces 4 normes sont constamment en conflit. Tous les médecins le savent. Et donc, il y a en ce sens une indétermination fondamentale de l'éthique qui est inhérente à l'éthique elle-même ou au jugement éthique. Dans la perspective de la machine ethics, cela implique une chose. C'est que si l'on programme dans une machine telle ou telle éthique, on ne fait pas de la machine un agent moral artificiel, mais on en fait l'exécutant de l'éthique choisie, ce qui est bien différent. Ce prétendu agent artificiel sera donc en charge de donner des réponses conformes à cette éthique-là, à l'éthique choisie par le programmeur. Pour éviter tout abus de langage, il faudra donc, en toute rigueur, parler non d'un agent moral artificiel, mais d'un exécutant. Et non d'un exécutant moral artificiel, mais d'un exécutant utilitariste artificiel, déontologique artificiel, perfectionniste artificiel, etc., en fonction de l'éthique choisie par le programmeur. Au niveau des explicit moral agents, on ne peut donc, en toute rigueur, parler ni d'agents moraux. Le choix que doit nécessairement faire le programmeur se fait forcément au détriment de toutes les autres possibilités disponibles, ce qui est déjà une réduction considérable, artificielle et indue parce que arbitraire. La portée de cette réduction initiale est généralement banalisée dans la littérature. Soit qu'elle soit considérée simplement comme inévitable, soit qu'on la considère comme allant de soi et sans réelle importance. Je crois exactement le contraire. Et je vais encore montrer tout à l'heure en quoi précisément elle porte atteinte à la nature du raisonnement moral. Mais une autre conséquence, hautement problématique, que ce choix entraîne, une conséquence qui est cette fois externe à la nature du raisonnement moral, cette autre conséquence, c'est la concentration du pouvoir dans les mains des programmeurs, qui décident donc de l'éthicité des machines et donc des comportements humains que ces machines induisent. Or, comme de tels robots sont appelés à coloniser de plus en plus notre environnement social, cela pose un problème social, politique et finalement anthropologique de première importance. Mais ces conséquences de portée générale ne sont pas mon sujet ici, bien qu'elles soient de toute première importance à mes yeux. Cela étant, j'ai montré jusqu'à présent pourquoi ce qu'on appelle des agents moraux explicites ne pouvait être dit ni agents ni moraux. Ceci constituait en quelque sorte le premier palier de mon raisonnement qui consiste à dire que le simple fait de devoir programmer une machine contrevient à notre expérience morale la plus immédiate, liée à la pluralité des grammaires disponibles, c'est-à-dire la pluralité des morales disponibles. Au fond, cette simple démonstration devrait déjà suffire à limiter sérieusement l'ambition de l'éthique des machines. Mais j'aimerais maintenant donner des raisons plus fondamentales, qui tiennent à la nature même du raisonnement moral,
pour montrer pourquoi il est d'une manière générale et en toute rigueur impossible à l'heure actuelle de parler d'agents moraux artificiels. Et pour le dire de manière positive, ce que je veux maintenant montrer dans les deux paliers qui suivent, c'est quel défi la nature même de l'activité morale lance à la recherche en morale artificielle. Si des agents moraux artificiels doivent être possibles, alors les chercheurs devront relever, me semble-t-il, des difficultés qui sont propres à l'activité morale elle-même et que je vais évoquer maintenant. Les arguments que je vais exposer à partir de ce deuxième palier reposent donc sur une réflexion philosophique fondamentale sur la nature de la morale. Ceci me permet une remarque préalable. En survolant la littérature scientifique sur les agents moraux artificiels, je suis stupéfait de la désinvolture scientifique avec laquelle est traitée l'éthique elle-même. Alors même qu'on vise à fabriquer des machines éthiques, et donc qu'on se voit dans l'obligation technique de recréer artificiellement pas à pas notre éthique naturelle, on se contente pour ce faire de vagues intuitions sur la nature de l'éthique. On mobilise presque arbitrairement tel ou tel de ces concepts, obligations, biens, vertus, etc. On se contente de généralités sur le devoir-être et de convictions très approximatives sur la nature du jugement et du raisonnement moraux. L'extrême spécialisation en intelligence artificielle va de pair avec un extrême dilettantisme moral qui ne peut que surprendre et qui ne peut, à mon sens, qu'entraver à terme la recherche sur les agents moraux artificiels. Je vois Pascal qui approuve. Certes, les auteurs en appellent le plus souvent à de l'interdisciplinarité avec les philosophes, mais ils ne donnent, à ma connaissance bien sûr, pas la moindre preuve d'une réelle mise en œuvre de ce vœu pieux. Je ne parle pas de ce colloque, naturellement. Je parle de la littérature en général, très en général. Merci, Marc. La question fondamentale qui me préoccupe maintenant n'est plus celle du choix d'une éthique à programmer, mais plus généralement celle de savoir si l'éthique est, d'une manière générale, programmable ou computable. Une fois qu'on l'a choisi, le principe moral recteur est-il codifiable sous forme d'algorithme? C'est une question inévitable pour les chercheurs en intelligence artificielle. Si une éthique robotique doit être possible, alors elle doit être formalisable. L'est-elle? Pour envisager un agent artificiel de telle ou telle éthique, les roboticiens doivent nécessairement postuler que oui. Ils doivent être capables d'algorithmer le raisonnement moral, de le rendre computable. C'est donc en réalité une étape décisive de l'éthique des machines, comme de l'intelligence artificielle en général, l'étape qui gouverne tout le reste. Ce que j'aimerais montrer, c'est que l'éthique des machines, en posant la question de la sorte, c'est-à-dire en termes de computabilité, et en devant la poser de la sorte, rend sa résolution même impossible. Il se trouve que pour des raisons qui tiennent à cela même qu'on demande d'une manière générale à un algorithme, c'est-à-dire à ce qu'est un algorithme, l'éthique des machines se focalise nécessairement sur le résultat, c'est-à-dire sur l'outcome à obtenir. En l'occurrence, une action dont on veut qu'elle soit la meilleure des options à réaliser. Dans une situation complexe où sont en jeu des principes éthiques, peu importe maintenant lesquels, on veut savoir quelle est la bonne marche à suivre, c'est-à-dire la bonne décision à prendre. L'éthique des agents moraux artificiels est par conséquent ce qu'on pourrait appeler une outcome-oriented ethics, ce que dans la tradition philosophique on appelle aussi une éthique normative, c'est-à-dire orientée vers la résolution de problèmes. La question à laquelle, d'une manière générale, une éthique ainsi conçue doit répondre est, sachant ce que l'on sait et en fonction des principes que l'on veut appliquer, que faire pour bien faire? À ce propos, je dirais
ceci. Si l'éthique se résumait effectivement à être une simple résolution de problèmes, comme aux échecs ou aux jeux de Go, alors je ne verrais aucune raison de principe pour laquelle la conception d'agents moraux artificiels serait impossible. Leur résolution ne serait alors, somme toute, qu'une question de complexité, de paramètres, d'informations pertinentes, etc. Un problème technique, donc. Mais le problème, c'est que cette décision préalable de concevoir l'éthique comme outcome-oriented, décision inévitable dans l'état actuel de la recherche informatique, est une décision qui, par elle-même, bloque la route au problème qu'elle est censée résoudre. Cette approche inhérente à la computation procède déjà d'une réduction positiviste incompatible avec la nature du raisonnement éthique. Je m'explique. Cette réduction est au fond visible déjà dans le mot « agent » de l'acronyme « agent moraux artificiel ». Un agent, c'est quelqu'un ou quelque chose qui agit, peu importe qu'il réfléchisse ou non. C'est donc quelqu'un ou quelque chose qui produit une action, c'est-à-dire un événement dans le monde qui influe sur le cours de celui-ci. Et comme on veut faire quelque chose à un robot, il y a nécessairement une sorte de fétichisme de l'action qui est inhérent à la démarche robotique elle-même, puisque ce qu'on veut obtenir, c'est une certaine action, précisément. Or, le premier point que j'aimerais souligner à ce propos, c'est que s'il est vrai que l'éthique est par nature orientée vers l'action, c'est pourquoi elle fait partie de cette branche de la philosophie qu'on appelle la philosophie pratique. Donc, si l'éthique est par nature effectivement orientée vers l'action, l'action est néanmoins loin d'être le tout de l'éthique. Si ça l'était, l'éthique serait simplement science du comportement. Et son seul problème serait d'obtenir des comportements qui soient conformes à ce qui est considéré comme bien. En d'autres termes, il faut dire que si l'action est bien, en quelque manière, le point d'aboutissement de l'éthique, elle n'en constitue pourtant que la partie apparente, émergée, positivement identifiable. Elle n'est que la manifestation tangible d'un processus invisible. Il y a par ailleurs bien des actions qui ne résultent pas d'un processus éthique. Un réflexe, une impulsion, une routine de comportement, l'assomption d'un rôle, l'exécution d'un ordre ou la satisfaction d'une demande, comme par exemple celle de répondre à une invitation à faire une conférence sur l'éthique de la robotique. Ce qui fait d'un processus aboutissant à une action un processus éthique, c'est ce au nom de quoi l'action est effectuée. Ce n'est donc pas l'action dans sa matérialité qui fait la différence, mais tout le processus qui a mené à la décision d'agir de telle ou telle manière. L'action effectuée doit, si elle est morale, toujours pouvoir être justifiée d'un certain point de vue qui se réfère à des normes morales. Il y a donc toujours, dans un processus moral, l'espace visible de l'action, d'une part, et d'autre part, comme en amont de cette action, l'espace invisible des raisons. Celui des raisons que l'on donne. Celui des raisons que l'on donnerait si on nous le demandait. Pourquoi as-tu fait cela ? Et qui doit pouvoir donner ces raisons ? L'acteur, naturellement, celui qui agit. Car l'espace des raisons étant invisible à un observateur extérieur, lui seul, l'acteur donc, peut donner les raisons de son action, ou les vraies raisons de son action. Cette remarque sur l'épistémologie morale, à savoir que l'acteur est seul à pouvoir donner réellement les raisons de son action, est très importante dans notre contexte et m'amène à mon deuxième point. J'ai déjà cité cette remarque d'Anderson et Anderson, que j'avais mise tout à l'heure, selon laquelle tout ce qui est requis, c'est que la machine agisse de telle manière qu'elle se conforme à ce qui était considéré être l'action moralement correcte dans cette situation, et, disent Anderson et Anderson, qu'elle soit capable de justifier son action en citant un principe éthique acceptable qu'elle est en train de suivre. Fin de citation. Selon eux,
Donc, le deuxième réquisite pour les machines éthiques, dont je n'ai pas encore parlé, c'est qu'elles puissent justifier, disent-ils, justifier leur action en citant le principe éthique auquel elles obéissent. Ce faisant, notons que ces philosophes, Anderson et Anderson, ces philosophes de la robotique, reconnaissent bien qu'au-delà de toute action, qu'au-delà de la simple action, la justification, cette part invisible de l'action, est essentielle à l'éthique, puisqu'ils la réclament pour leur machine. Mais en quel sens peut-on parler ici de justification ? Une justification, je viens de le dire, est ce qu'un acteur énonce lui-même, en première personne, comme raison à l'appui de son action. Mais pour une machine, cette raison ne peut être que l'algorithme qu'elle a suivi et qu'on lui a implémenté pour répondre à un type de situation déterminée. Sa justification n'est en réalité qu'une mise au jour de son mécanisme. Justifier dans ce contexte revient en fait à expliquer, pas justifier, mais à expliquer sa décision, dont le principe pourrait être identiquement formulé par son programmeur extérieur. Donc, cela revient à révéler ses causes, et non à la justifier, c'est-à-dire à en fournir les raisons. Autrement dit, l'exigence de justification que réclament Anderson et Anderson vise à lever l'opacité de la décision de la machine, mais ne garantit en rien sa moralité. Énoncer une chaîne de calcul n'est pas choisir une raison, telle que la choisirait un acteur moral. C'est juste rendre visible un mécanisme invisible. Maintenant, au-delà même du fait qu'une telle justification n'est pas une justification, mais une simple mise au jour de mécanismes de calcul, il resterait encore, pour l'éthique des machines, un problème considérable avec ce calcul même. Et c'est ma troisième difficulté liée aux algorithmes. J'appelle ce problème le problème de la base informationnelle de l'algorithme éthique. Pour juger éthiquement une situation, quels inputs seraient-ils pertinents pour la machine ? Sur quelle base informationnelle faudrait-il se fonder pour effectuer une appréciation éthique adéquate d'une situation ? Pardon. Pardon, sorry. Donc le problème de la base informationnelle. Vous voulez que je reprenne ou ça va ? C'est bon. Donc, pour juger éthiquement une situation, quels inputs seraient-ils pertinents pour la machine ? Sur quelle base informationnelle faudrait-il se fonder pour effectuer une appréciation éthique adéquate d'une situation ? Si par exemple, dans une perspective libérale, on construisait un algorithme moral qui prendrait pour règle l'extension des libertés individuelles, comment savoir si une action augmente ou restreint la liberté ? Comment mesurerait-on cela ? Face à ces difficultés, les théoriciens en intelligence artificielle se tournent spontanément vers l'éthique qui semble la plus proche du calcul, à savoir l'utilitarisme. Mais même là, les choses sont loin d'être claires, puisque l'on sait très bien, les philosophes parmi vous savent très bien que les versions de l'utilitarisme sont extrêmement nombreuses, précisément parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il faut calculer, c'est-à-dire ce qui doit entrer en ligne de compte pour le calcul du bien-être à maximiser. C'est ça le problème de la base informationnelle. Cette difficulté inhérente à l'utilitarisme, qui est pourtant une éthique par nature calculante, serait 1000 fois amplifiée dans le cas des éthiques qualitatives qui prônent le bonheur, l'épanouissement ou la réalisation de soi, ou les éthiques de la vertu, qui sont toutes des candidates également sérieuses à définir nos attitudes morales. À ce deuxième palier donc de la réflexion, dont j'ai parlé à l'instant, à ce deuxième palier de la réflexion sur les agents moraux artificiels, j'ai parlé de la difficulté liée à l'approche algorithmique, premièrement en tant qu'elle se focalise indûment sur l'action et sur la seule action, deuxièmement qu'elle donne une fausse idée de la justification, et troisièmement qu'elle fait face au problème de la base informationnelle.
Ça, c'était mon deuxième palier. Mais la difficulté suprême intervient au troisième palier. Et elle concerne la nature du raisonnement éthique lui-même. La difficulté, c'est celle-ci. Aucune situation ne désigne par elle-même le principe moral au nom duquel elle doit être jugée. Aucune situation morale ne porte inscrite sur le front le principe selon lequel elle peut être appréhendée. Le haut nom de quoi je juge moralement une situation sur laquelle j'aimerais intervenir n'appartient pas à la situation elle-même, mais à l'esprit de celui qui juge. Qui dira, par exemple, si une situation d'avortement doit être appréhendée selon la grammaire des droits fondamentaux de la mère ou de l'enfant à venir, selon la grammaire utilitariste du plus grand bien-être ou du moindre mal, selon l'éthique des vertus, selon la valeur du respect de la vie, selon l'une ou l'autre grammaire théologique, s'il faut ou non pondérer l'une de ces grammaires par des considérations économiques, culturelles ou de justice, et dans quelle proportion. Ce n'est évidemment pas la situation qui le dira, mais ceux qui sont appelés à décider et à agir, en fonction de la lecture et de l'interprétation de la situation qu'ils feront. La situation ne s'interprète pas elle-même. Et ce qui fait d'une situation d'avortement une situation éthiquement problématique, c'est précisément qu'elle est susceptible de plusieurs interprétations possibles. S'il n'y avait qu'une interprétation possible, qu'une seule grammaire possible, ce ne serait pas un problème éthique, mais un problème technique. Si une situation ne s'interprète pas toute seule, c'est qu'elle est de l'ordre du fait, du factuel. Or, les principes au nom de quoi on juge les situations sont de l'ordre du contrefactuel. Ce n'est pas la situation qui dit quel principe s'y applique, mais c'est l'acteur qui choisit d'appliquer tel ou tel principe à la situation. Or, les principes, quels qu'ils soient, sont contrefactuels, au sens où ils ne sont pas de l'ordre du fait, mais de l'ordre d'une réalité mentale qui est capable d'orienter un agent dans son jugement et dans son action. La contrefactualité, c'est le seul terme technique, je crois, de mon exposé, mais il est incontournable et essentiel. La contrefactualité est essentielle à la morale. C'est un concept, celui de contrefactualité donc, qui traduit à sa manière le fait que la morale n'est pas de l'ordre de l'être, mais du devoir être. Et ce qui doit être n'est pas, c'est contrefactuel. C'est ce qui nous permet de juger le factuel. C'est pour moi le concept absolument central de la morale. Laissez-moi donc vous donner quelques rapides explications à ce propos. La notion de contrefactualité est toute simple et elle est présente dans le moindre de nos actes quotidiens. Traverser la route sans se faire écraser suppose de se projeter contrefactuellement vers la situation où je suis sain et sauf de l'autre côté, ce qui est contrefactuel puisque je n'y suis pas encore. Pour accomplir mon action, je me suis orienté en fonction de l'idéal contrefactuel de moi étant sain et sauf de l'autre côté de la route. Cet exemple trivial, qui n'a encore rien de moral, montre toutefois que même l'action de traverser la route n'est pas qu'une simple adaptation ou réaction à des stimuli externes. Si je ne faisais que réagir à des stimuli, je ne saurais pas encore quoi faire, ni où aller. Ce qui m'oriente, ce ne sont pas mes réactions, mais le but contrefactuel que j'ai l'intention d'atteindre. En l'occurrence, arriver sain et sauf de l'autre côté de la rue. C'est cet élément de contrefactualité qui donne son sens à la fois à mon action et aux stimuli auxquels je dois répondre. Dans cet exemple simple, l'élément de contrefactualité est clairement déterminé. Arriver de l'autre côté de la route. Je ne doute absolument pas qu'une telle tâche, déjà complexe, mais orientée vers un but univoque, puisse être implémentée dans une machine sous forme d'algorithme, car ici, le modèle est clairement le modèle technique de la tâche à réaliser,
celle de trouver les moyens adéquats pour arriver d'un point A à un point B. On est ici dans le cadre de la Zweckrationalität, rationalité téléologique, instrumentale ou en fonction d'une fin, fin qui en l'occurrence est posée par quelqu'un d'autre. Mais dans les situations éthiques, non seulement on ne connaît pas le résultat, l'outcome, puisque ce qu'on cherche, c'est justement l'action bonne, mais surtout, et ceci est décisif, le résultat variera en fonction de la grammaire morale choisie. Le résultat lui-même variera en fonction de la grammaire morale choisie. La fin elle-même dépend donc des moyens choisis. Ceci est inhérent à tout raisonnement moral. Par exemple, dans le cas simple de l'avortement, il est simple au sens où il nécessite une réponse oui-non. Dans le cas de l'avortement, donc, on obtiendra un résultat tout à fait différent selon que l'on analyse la situation en termes de droit, en termes de valeur, en termes d'utilité et d'autres choses encore, sans compter que ces différentes grammaires doivent encore être restituées du point de vue des différents acteurs de la situation, la mère, l'enfant, le médecin, l'entourage, etc. Telle est l'indétermination de principe de tout l'espace des raisons, au nom de quoi un agent éthique est susceptible de pouvoir justifier et orienter son action. Ce « au nom de quoi » est l'immense continent contrefactuel au sein duquel l'agent puise ses raisons. Et il y puise librement, si librement même, que pour un agent humain, agir moralement présuppose de pouvoir choisir de ne pas agir moralement. Or, c'est précisément ce qu'on veut éviter avec les machines. Le but premier de la machine ethics est de programmer des machines le but premier de la machine ethics est de programmer des machines qui ne puissent pas agir immoralement. Ce qui est naturellement compréhensible, mais qui implique qu'on les ampute à la base de ce qui fait notre autonomie au sens philosophique du terme. On veut juste qu'elles suivent une règle, on veut éviter qu'elles puissent s'en écarter, et c'est précisément pour cela que l'on restreint en fait leur autonomie d'action. En programmant donc dans la machine telle ou telle grammaire éthique choisie par le programmeur, on coupe la machine de tout l'espace de contrefactualité qui fait la substance même de l'éthique humaine. La machine ne pourra jamais s'orienter qu'en fonction de ce que son programme lui impose factuellement, alors que l'action éthique humaine puise nécessairement dans ses ressources de contrefactualité. Sans quoi, on dit des hommes qu'ils agissent comme des robots, précisément. Si je vois bien, il y a un parallèle instructif à faire entre les problèmes de locomotion des robots, tels que les décrit Jean-Paul, et le problème de l'éthique. J'ai entendu Jean-Paul Laumon. Alors, hier, je t'ai mentionné ça, tu l'as nié, mais j'ai la citation. D'accord. Donc, j'ai entendu Jean-Paul Laumon dire que, je cite, « La fonction de locomotion était parfaitement maîtrisée d'un point de vue réactif, mais pas d'un point de vue strictement décisionnel, où il serait possible d'enchaîner plusieurs modalités de locomotion pour les combiner comme nous le faisons tous les jours. » Fin de citation. Oui. Super. OK. Autrement dit. Oui, non, ben, d'accord. Ça va. Donc, autrement dit, à la différence d'un enfant de 3 ans qui est capable, et même moi en fait, à la différence d'un enfant de 3 ans qui est capable, dans une situation inédite de locomotion, de prendre subitement appui sur son coude pour garder son équilibre, de s'agripper à une rampe d'escalier, de marcher à 4 pattes, ou de repousser du pied ou du menton un objet qui lui fait obstacle, tout en étant capable de changer spontanément de tout en étant capable donc de changer de stratégie, un robot ne peut pas encore fonctionner dans un environnement qui nécessite une décision sur le type de locomotion à adopter, car il reste essentiellement réactif. Ce choix spontané du type de locomotion à adopter correspond au choix des grammaires éthiques dont nous disposons. En fait, il y a un parallèle à faire entre le choix du type de locomotion et les grammaires éthiques dont nous disposons,
pour traiter un problème. Mais il y a deux types de différences instructives avec la locomotion. D'une part, dans la locomotion, l'objectif est donné et connu. C'est par rapport à cet objectif que se détermine l'adéquation des moyens locomoteurs. Or, en éthique, je l'ai dit, c'est l'inverse. Ce sont les moyens adoptés, c'est-à-dire les grammaires morales choisies, qui déterminent le but, c'est-à-dire la bonne action à accomplir. Une lecture utilitariste d'une situation ne donnera pas du tout le même résultat qu'une lecture déontologiste, etc. D'autre part, dans le mouvement, il faut coupler les capacités motrices aux capacités sensorielles, permettant d'estimer sa propre position et inclinaison afin d'enclencher le mouvement adéquat. Ces informations sensorielles sont des données de fait, qu'il s'agit de récolter et de mettre en relation avec les capacités motrices de la machine. Or, pour le jugement éthique, on ne peut pas simplement récolter de telles données factuelles parce qu'une donnée n'est pertinente qu'à la lumière du principe contrefactuel qui l'éclaire. L'exemple le plus typique que je puisse donner, c'est que pour les utilitaristes, pour reprendre l'exemple de l'avortement, pour les utilitaristes, le fait pertinent, pour savoir s'il faut permettre ou interdire l'avortement, c'est le développement du système nerveux. Puisque les utilitaristes se fondent sur la sensibilité des êtres, il n'y a pas de sensibilité sans système nerveux. Donc pour eux, le critère pertinent, c'est le système nerveux qui se développe à la 14e semaine. Donc tant qu'on n'est pas à la 14e semaine, il n'y a même pas de problème moral puisqu'il n'y a pas de système nerveux. Il est clair maintenant que dans une approche par les droits, ce critère n'a absolument strictement aucune espèce d'existence, sans parler de la perspective théologique ou etc. C'est un critère sans pertinence. Donc, ce que je veux montrer, c'est que en fait, cette donnée de fait-là n'est pertinente qu'à la lumière du principe qui l'éclaire. Le problème majeur de l'éthique est donc l'accès à la contrefactualité. Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème d'accès à la contrefactualité, on n'aura que des machines obéissantes, pas des machines morales. Autrement dit, le défi général lancé à la machine ethics est celui de l'accès à la contrefactualité, c'est-à-dire celui du ce au nom de quoi une action est à entreprendre. C'est ce au nom de quoi, librement choisi, qui à la fois détermine quelles sont les informations pertinentes, qui justifie qu'elles le soient et qui permet d'orienter l'action à accomplir. Cet élément contrefactuel, nous le choisissons. Et c'est ce choix qui détermine la qualité éthique de notre action. L'éthique est rigoureusement indissociable de la contrefactualité, là où les robots sont rivés à la factualité des algorithmes qu'on leur implante. Laissez-moi rapidement résumer les 3 paliers du parcours que je vous ai proposé. Au premier palier, j'ai montré que le choix d'une éthique auquel étaient contraints les programmeurs opérait une réduction qui ne correspondait pas à notre expérience éthique. Au deuxième palier, j'ai essayé de montrer les difficultés de principe auxquelles se heurtait la formalisation algorithmique en ce qui concerne l'action, la justification et la base informationnelle. Enfin, au troisième palier, j'ai montré en quoi l'éthique était indissociable de la contrefactualité qui seules donnent leur sens éthique aux différentes situations auxquelles nous sommes confrontés. J'en déduis, d'une part, que les agents moraux artificiels dont on parle aujourd'hui ne peuvent être dits ni agents ni moraux, mais des exécutants de règles programmées, et d'autre part, que si des agents doivent être concevables, le problème qui doit être résolu par les programmeurs de machines éthiques artificielles est celui de l'accès à ce que j'appelle la contrefactualité. La conclusion plus générale que j'aimerais tirer de tout cela, c'est qu'on ne peut pas parler de machine ethics à tort et à travers, en se contentant des quelques vagues intuitions que nous avons tous depuis notre enfance sur ce qui est moral et sur ce qui ne l'est pas. Le raisonnement et le jugement éthique doivent être soumis à une analyse rigoureuse, et c'est alors que le problème des agents moraux artificiels s'éclairera dans toute son ampleur. Pour parler de machine ethics ou d'éthique artificielle, donc parler de cela nécessite avant tout
si elle veut éviter le bavardage ou l'idéologie, d'avoir une vision claire de ce qu'est l'éthique, quel type de rationalité elle met en œuvre, quelle est la nature de l'éthique et d'un comportement éthique en général. Les tentatives d'aujourd'hui en éthique robotique aident assurément de leur côté les éthiciens et les philosophes à comprendre tout cela, autrement peut-être qu'ils ne l'auraient fait si ces tentatives n'avaient pas existé. Il n'en reste pas moins qu'on ne peut tout simplement pas parler de robots éthiques de manière douée de sens si l'on ne sait pas ce qu'est l'éthique, de la même manière qu'on ne peut pas faire des robots locomoteurs si l'on ne sait pas ce qu'est le mouvement. Voilà, merci. Merci. Merci Marc. Thank you Marc. Are there comments? Alain, Berthoz? Je viens avec le micro. Merci beaucoup. C'est absolument passionnant. J'ai deux questions. Bon, la première, on remarque. J'ai un peu honte de vous poser une question concernant un concept devant un philosophe, donc vous me pardonnerez. Vous avez parlé pendant tout votre exposé de l'action. Moi, ce que je pense, c'est qu'en réalité, ce qui va faire la différence, c'est pas l'action, mais l'acte. Et quand j'ai fait mon premier bouquin, Le sens du mouvement, j'ai été félicité par Zemb, le grammairien, qui était au collège. Il m'a dit « Berthoz, bravo », là j'ai eu une bonne note d'un grand grammairien. Il m'a dit, quand j'ai traduit la phrase de Goethe sur Faust, au début n'était pas le verbe, au début n'était pas la force, mais au début était l'acte. Il m'a dit, bravo, vous n'avez pas traduit par action, mais par acte. Donc je vous pose la question, est-ce qu'en réalité, ce qui justement fait la différence entre un robot qui fait des actions, aujourd'hui en tout cas, et nous qui faisons des actes, c'est-à-dire justement en intégrant toutes les dimensions autres, disons, pour résumer, est-ce qu'il ne faut pas, en fait, dans une partie d'ailleurs de votre exposé, remplacer le mot action par acte? Ouais. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous, que la critique vous fait d'action. La deuxième question, c'est concernant le rôle des mécanismes contrefactuels. Je suis absolument d'accord avec vous, c'est absolument une capacité inouïe de l'homme. Mais alors, la question, c'est qu'est-ce qui nous permet à nous, humains, de prendre des décisions contrefactuelles? Bon, moi, très modestement, comme Emmanuel et Jean-Paul le savent, je travaille sur un tout petit aspect, c'est-à-dire pour prendre des décisions contrefactuelles, il faut être capable de changer de point de vue. C'est-à-dire il faut manipuler les référentiels, qu'ils soient spatiaux, moraux, etc. Donc la question, c'est, à votre avis, qu'est-ce qui permet justement à l'homme de prendre ces décisions contrefactuelles et qu'est-ce qui permettrait à des machines d'accéder au moins à une partie de cette fonction? Est-ce que mes deux questions sont claires? Elles sont parfaitement claires. Je vais essayer d'être aussi clair dans la réponse qu'a été la question ou les questions. En ce qui concerne la première, la différence entre l'action et l'acte, oui, c'est une distinction tout à fait possible, évidemment. Et, ce sont deux choses à distinguer, mais moi j'aimerais faire la distinction différemment. J'aimerais proposer un autre découpage, si vous voulez. Ce découpage, il est pronominal. Je veux dire par là, pronominal. Pronominal. Je veux dire par là que ce qu'il faut distinguer, je l'explique, c'est la question des points de vue. On n'a pas honte, hein. Dans un workshop comme ça, on n'a pas honte de dire quand on ne sait pas. Je veux dire que c'est une question de point de vue. C'est-à-dire la distinction sur laquelle je travaille, au fond, hein, en théorie morale, et que j'aimerais proposer, c'est de dire ce qui importe. On peut faire beaucoup de distinctions terminologiques, mais ce qui importe, c'est d'adopter le point de vue de la première personne, du jeu. C'est pour ça que c'est pronominal. Le point de vue du jeu. Alors, du point de vue du jeu, ce que vous appelez acte, c'est certainement ce qui se déroule du point de vue du jeu, au point de vue du jeu. L'action étant ce qui est observable, au fond, en troisième personne, c'est-à-dire la manifestation extérieure. C'est ce à quoi est contraint la robotique. C'est ce que je disais. Quand je dis fétichisme de l'action, c'est parce que quand je dis que la robotique est au fond, en tout cas
les agents moraux, ce qu'on dit sur les agents moraux artificiels est traversé par une sorte de fétichisme de l'action parce qu'on veut absolument faire quelque chose au robot, donc on veut lui faire accomplir une action qui soit conforme à ce que nous voulons. C'est donc une action, si vous voulez, qui est une manifestation d'un événement. C'est un événement, en fait. Cette action, c'est un événement dans le monde qu'on veut faire accomplir à l'action. Moi, je crois que la vraie question pertinente ici, par rapport à la thématique morale, c'est la question du point de vue. C'est-à-dire de pouvoir... On peut discuter. Ben, oui, on peut faire. Là, vous m'apprenez quelque chose, parce que moi, j'aurais dit exactement le contraire. Égorger un lapin, ou quand un djihadiste égorge une victime, ce sur quoi nous travaillons beaucoup à Paris en ce moment, dans le cadre d'un grand programme sur ces questions, et Emmanuel le sait, puisqu'elle travaille aussi là-dessus. Égorger, c'est une action pour moi, qui est vécue à la première personne, alors que l'acte qui va permettre de faire un jugement moral sur les deux types d'égorgement, justement, éventuellement, implique une vue d'ensemble de l'ensemble de ses conséquences. Enfin, c'est pour ça qu'on pourrait discuter. Vous voyez, merci en tout cas, vous m'avez appris quelque chose. Non, mais ce que je veux dire simplement, c'est que maintenant, peu importe les termes, acte, action, lequel on fait correspondre à quoi. Pour moi, ce qui importe, c'est qu'on puisse, si vous voulez, je dis les choses encore autrement. Si on considère que l'essentiel de la morale, c'est la contrefactualité, d'accord ? La contrefactualité a une caractéristique dont je n'ai pas parlé, ou que j'ai juste évoquée en passant, qui est qu'elle ne peut être éprouvée qu'en première personne. La contrefactualité, dès lors qu'elle est supposée orienter votre action, ben vous êtes seul à pouvoir, au fond, la vivre, la ressentir. Parce que si vous observez de l'extérieur, vous ne voyez pas la contrefactualité, vous voyez juste l'action qui a été produite. D'accord ? Et donc, ce qui fait d'un agent moral un agent moral, précisément, c'est qu'il a lui-même, en tant qu'agent, accès à la contrefactualité. C'est pourquoi la distinction absolument cruciale pour moi, c'est celle des pronoms personnels, c'est-à-dire, en fait, la capacité d'adopter le point de vue de la première personne. La morale commence avec l'adoption du point de vue de la première personne. Si nous n'avions pas accès, nous, à notre point de vue de la première personne, il n'y aurait pas de morale du tout. Il n'y aurait qu'une science du comportement. Et ceci me permet de répondre à votre deuxième question. Comment se fait-il que nous ayons la capacité de prendre des décisions contrefactuelles ? Eh bien, précisément parce que nous avons cette capacité, à mes yeux tout à fait extraordinaire, tout à fait fondamentale et tout à fait sous-estimée, si vous voulez, en philosophie, qui est de pouvoir changer de point de vue. Sans sortir de son jeu, évidemment, parce que ça on ne peut pas, ça c'est pas accessible, mais le je peut accéder à la dimension du tu, peut accéder à la dimension du il, qui n'est pas lui, mais c'est un point de vue qu'il adopte, et donc c'est un point de vue pour lui contrefactuel. Il peut donc aussi adopter le point de vue d'une valeur, d'une norme, qui n'est pas la sienne, mais qui s'impose à lui, et au nom de laquelle il peut juger la réalité. C'est tout à fait essentiel. Et j'ajoute encore une chose, parce que, pour peut-être clarifier, parce que j'imagine que ces concepts ne sont pas familiers, mais j'aimerais dire qu'il y a une propriété, il y a si vous voulez... Excuse-moi de t'interrompre, c'est pour la bonne cause. D'accord, pardon. Ok, c'est bon. Et mon intuition me dit qu'elles ne seront pas courtes. D'accord. Oui, grand merci Marc pour cette conférence qui est effectivement extrêmement passionnante et qui pose vraiment les questions du moment en interrogeant finalement l'humanisation des robots. Ou la tentative impossible, dis-tu très justement, d'humanisation des robots, c'est-à-dire d'implémentation chez certains agents artificiels d'un trait proprement humain qui est l'éthique. Cela étant... J'ai dit, excuse-moi juste, mais j'ai dit impossible dans l'état actuel de ce qu'on connaît. Je ne fais pas de prophétie. Hein, non, voilà. Et pour... pardon, effectivement... oui, l'impossibilité, c'est un peu une autre question. Mais je voulais dire qu'à côté de cette humanisation des robots, il y avait un autre processus contemporain qui est la robotisation des humains. Oui. Et transformer des agents éthiques en personnes qui ne s'expriment plus en
première personne, justement, c'est ce que énormément de multinationales opèrent. Quelqu'un qui est livreur chez Amazon ne s'exprime plus jamais en première personne. Et je crois que s'il y a un très long chemin pour humaniser les robots, il est possible qu'entre humanisation des robots et robotisation des humains, il y ait quelque chose qui, au centre entre les deux, aille plus vite qu'on ne le croit. Donc on est quand même pris dans un mouvement assez important. Et alors une deuxième chose par rapport à la contrefactualité, parce que c'est une des notions vraiment centrales. Est-ce que la différence entre le calcul et l'algorithme n'est pas précisément le fait qu'un algorithme peut prendre structurellement en compte ce qui n'est pas, ce qui est absent, c'est-à-dire la variable, c'est-à-dire le contrefactuel ou pas. Mais cette distinction entre calcul et algorithme est très difficile, mais enfin, l'algorithme, il est ouvert à ce qui n'existe pas. Mais c'est là au titre de variable. Je réponds vite à cette deuxième question, qui n'est pas une petite question bien sûr, mais juste sur le principe, c'est de dire pour la machine, c'est là que la question pronominale que je disais tout à l'heure, c'est la question des pronoms personnels et du point de vue du jeu est essentielle. Pour la machine, l'algorithme n'est pas du contrefactuel. Du point de vue de la machine. Pour nous, oui, si on dit que effectivement les variables sont inconnues et que je sais pas qu'un algorithme est capable de calculer une trajectoire qui n'existe pas, par exemple, qui n'existe pas dans la réalité, qui est juste une projection dans la réalité, ça c'est contrefactuel pour nous parce que ça n'existe pas. Il a produit quelque chose de contrefactuel. Mais pour la machine, c'est pas du tout contrefactuel. Si vous mettez X, ben, ça va donner Y, quelle que soit la complexité. Il y a zéro contrefactualité pour la machine. C'est ça le problème. C'est pour ça que la machine ne peut pas être morale, parce qu'il n'y a pas de contrefactualité. Quant à ta première question, je suis 100% d'accord avec ça. Moi, ce qui m'a frappé dans l'extrait de Sophia tout à l'heure, du robot Sophia que nous a passé Emmanuel, c'est qu'au fond, on voyait ce robot qui faisait cette allocution exactement comme on le fait à la réception des Oscars à Hollywood. Mais ce que ça montre, c'est que quand les acteurs défilent sur la scène d'Hollywood, ils sont transformés en robots, en fait. Hein, parce qu'ils sont en fait ventriloqués, ils sont obligés de dire quelque chose quasiment de pré-programmé, ils ont un temps très limité, etc. Donc en fait, et c'est là qu'on voit qu'il y a un point de jonction en fait. Hein, on robotise les humains, et, voilà. Maintenant, la vraie question que ça pose, c'est quelles sont les facultés humaines qui sont proprement non robotisables, algorithmables, computables. Je pense que là, c'est ça le vrai, exactement comme je l'ai fait pour la morale. Qu'est-ce qui, dans la morale, fait que ce n'est pas computable? Ou si on veut computer la morale, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'était un peu ça mon point. Et donc, du point de vue anthropologique, c'est la même question qui se pose. Qu'est-ce qui n'est pas computable? Moi, je pense, pour le dire comme ça, juste pour lancer la thèse, parce que ça mériterait plusieurs colloques, mais qu'au fond, ce qui n'est pas computable, c'est tout ce qui est de l'ordre herméneutique, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'accès au sens. De l'accès au sens. Parce que donner du sens à quelque chose, comprendre le sens, ce n'est pas du calcul. Et donc, voilà. Donc, ce serait dans toute cette orbe, si on veut, tous ces domaines de l'intelligence humaine. Le problème... Oui, on en parlait hier, mais Marc, si tu veux bien, on va passer à la dernière question de Malik. Ça, tu pourras répondre. Oui, oui, il était question hier de cet aspect du computationnalisme. Mais bon, je ne reviens pas, on peut en parler. C'est exact. L'exemple de traverser la rue le montre bien. Pour moi, le but est contrefactuel, mais pour la machine, il ne l'est pas. Parce que quelqu'un lui a donné la tâche d'aller quelque part et que ça, ce n'est qu'une sous-tâche. Et quand on lui a assigné cette tâche, elle devient factuelle. Alors, ma question est la suivante. Les robots, à leur apparition dans l'industrie, étaient enfermés derrière des grillages parce qu'ils étaient dangereux pour leur entourage. Il y avait littéralement des grillages pour empêcher qu'on s'approche de robots qui ne percevaient pas leur environnement. Ce qu'un certain nombre de chercheurs qui partagent la même frustration que toi en ce qui concerne cet aspect peu professionnel et scientifique d'un certain nombre de travaux dans le domaine proposent, c'est enfermant les robots fonctionnellement. Non pas physiquement derrière un grillage, mais au niveau d'un certain nombre de fonctions pour lesquelles ne se posent pas un certain nombre des problèmes éthiques. Est-ce que ça te paraît une solution de continuer à utiliser des robots tout en les enfermant fonctionnellement
par, non pas programmation de ces robots, mais par décision politique et collective et sociale de dire on n'autorisera un robot à être déployé et vendu que s'il est fonctionnellement enfermé dans un certain nombre de sous-tâches possibles. Est-ce que ça te paraît, de ton point de vue, faisable qu'on puisse continuer à utiliser des machines qui, de notre point de vue, bien sûr, il n'y a aucun aspect contrefactuel, n'auront pas à faire face au moindre problème moral? Mais je pense que c'est une très jolie formulation de parler d'enfermement fonctionnel. Fonctionnel que tu veux. Je vois pas. C'est-à-dire, si je prends la troisième catégorie des robots, celle dont on parlait, les agents robots, les agents moraux implicites, c'est ce qu'on fait. C'est qu'en fait, on veut délimiter, on veut les contraindre, au fond, à ne pas sortir d'une certaine limite fonctionnelle. Moi, je crois que dans l'état actuel des choses, comme j'ai essayé de le montrer, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, on ne peut pas faire autrement. Donc, on y est contraint. Mais c'est par définition. Enfin, moi, c'est par définition. La définition du milieu. Le milieu défini par des normes et tout, dans lequel tu peux faire des preuves, il n'en sortira pas. Et le monde fermé. Non, mais vous pouvez continuer à discuter pendant qu'Agnieszka s'installe. En tout cas, merci Marc pour ce brillant exposé.